Bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour moi de faire ce genre de petites conférences-là avec vous, avec les patients. Pour moi, c'est hyper pertinent. Et puis, j'aime vraiment ça. Soit dit en passant, moi, mon nom, c'est Joanie Tremblay. Je suis une allothérapeute. Je suis dans ma 18e année. Bon, 18e année. J'ai fait 11 ans environ dans les centres hospitaliers un peu partout au Québec. Et ça fait presque 7 ans que je suis maintenant pour les soins du sommeil, en fait. Donc, c'est ça, avec Madame, on en a discuté tout à l'heure. Effectivement, on va parler des signes à surveiller. Donc, c'est avant le traitement, mais je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui sont aussi sous CPAP, déjà sous traitement pour l'apnée du sommeil. Vous allez peut-être comprendre des choses, peut-être aussi valider des questions par rapport à des signes et symptômes qui persistent. Euh, donc, je crois que c'est pertinent. Je crois aussi que ça pourrait être une belle alternative pour des gens que vous voyez autour de vous qui ont ce genre de signes-là. On dit signes parce que des symptômes, c'est vraiment dû à à la pathologie. Les signes, c'est peut-être des indices qu'on peut avoir par rapport à l'apnée du sommeil. Ça peut être autre chose aussi. Donc, voilà, vous pourriez conseiller votre entourage, prendre une direction de dépistage au besoin. Alors, mes objectifs, en fait, que je me suis donné pour cette conférence-là avec vous, c'est vraiment que vous connaissiez mieux le mécanisme de l'apnée du sommeil pour mieux comprendre ces signes-là. Ensuite de ça, vous allez voir, ça fait tout son sens de savoir la mécanique pour ensuite voir quelle est la conséquence au final dans un quotidien. Donc, vous allez reconnaître les signes à surveiller. Puis une fois qu'on voit plusieurs signes qu'on connaît, qu'on reconnaît, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand et comment on se dirige vers ce qu'on appelle le dépistage, ce que je vais vous expliquer aussi à la fin. Donc, l'apnée du sommeil, mieux connaître le mécanisme pour mieux comprendre ces signes. Euh, c'est de plus en plus connu, comme on disait, mais c'est encore très sous-estimé. On a à peu près 1 sur 20, un patient, c'est-à-dire un Québécois sur 20 qui est diagnostiqué, et on estime que ça pourrait être 1 sur 10. Donc, de là la pertinence de reconnaître les signes pour être traité le plus rapidement possible. Un peu d'anatomie. Moi, je pense que je vais dire quand même plusieurs termes aujourd'hui, puis je trouvais ça intéressant que vous me suiviez dès le départ. L'apnée du sommeil, c'est quoi? Ben, c'est des obstructions qui sont répétées, sont complètes ou partielles des voies respiratoires supérieures. Je vais répéter souvent voies respiratoires supérieures et je vais dire peut-être aussi VRS, qui est simplement l'acronyme pour nous aider pour la rapidité de la conférence. Mais je voulais vous montrer vraiment concrètement qu'est-ce que c'était. Supérieur parce que c'est en haut du larynx. Donc, on a le larynx qui est ici. J'espère que vous voyez ma souris, j'imagine. Donc, le larynx qui est ici et dans la partie mauve, si vous ne voyez pas. Donc, c'est où se cache, et protéger nos cordes vocales. Et en haut de ça, donc au-dessus, ce sont les voies respiratoires qui sont supérieures. Alors, l'apnée du sommeil va être complètement dans cette partie-là. C'est là qu'elle va se produire et c'est obstructif. Donc, je parle vraiment d'une apnée qui est obstructive ce soir. Il y a d'autres sortes d'apnées qu'on appelle centrale où je n'irai pas. OK? Alors vraiment, on parle d'apnée obstructive. Par rapport à plusieurs symptômes, ça va être les mêmes symptômes des deux apnées, mais vraiment, réalistement, ce soir, on parle d'apnée obstructive. Donc, ça le dit dans le mot, c'est l'obstru, hein? Il y a une obstruction du passage de la respiration, des voies, c'est-à-dire de l'air, de notre oxygène également, qui va passer par le nez ou par la bouche, donc dans les voies respiratoires ici. On va aller dans le pharynx, où le pharynx, c'est l'endroit où il y a la nourriture et l'air. OK? Et ensuite de ça, il y a l'épiglotte qui va fermer lorsqu'on va manger pour être sûr que le bol alimentaire, c'est-à-dire la nourriture, va vers l'œsophage et non dans le mauvais trou qu'on dit souvent, donc pas dans le larynx et des complications au niveau pulmonaire. Donc vraiment, respiration normale par le nez, la bouche, l'air passe facilement vers euh, va vers le pharynx et va finalement au larynx et bon, on va ouvrir les voies respiratoires inférieures, les poumons, etc. pour s'oxygéner. Donc, on va avoir de l'oxygène dans nos cellules.
je vais vous montrer aussi ici, cette grosse affaire-là, c'est la langue. Fait que la langue peut être petite, ce qu'on voit dans notre bouche et à l'extérieur, mais à l'intérieur, la base de la langue est plutôt grosse et c'est mou. C'est vraiment des tissus mous. On a aussi la luette qui est ici, qui se déplace et qui peut, vous voyez, être un petit peu quand même dans le chemin, là, où est-ce qu'on peut voir le passage de l'air. Et on a aussi un palais mou. Il y a un palais dur qui est carrément des os, mais il y a aussi à côté un palais qui est plus mou, qui peut être différent pour chaque personne. Fait que voici l'anatomie au niveau des voies respiratoires supérieures, donc des VRS que je vais souvent dire. Ensuite de ça, je veux vous montrer le passage de l'air. Alors, vous voyez la petite vidéo. Donc, on respire avec une apnée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une obstruction pour différentes raisons. Vous voyez, la base de la langue a un gros rôle à jouer dans l'apnée, mais il y a aussi le palais mou qui va se déplacer. S'il est plus épais, ça forme la luette, etc., ça peut vraiment obstruer le passage de l'air complètement. Ici, ce qu'on voit, c'est complet, mais ça peut être aussi partiellement, ce qui peut faire autant de signes, de symptômes et nous diriger vers de l'apnée pathologique. Donc voilà, puis il y a des tissus mous partout là, où est-ce qu'on voit le passage de l'air. Il y a quand même des tissus mous qui peuvent s'accumuler également. Alors voici pour l'apnée obstructive. Des petites particularités également de l'apnée. Elle peut être partielle ou complète. Il faut qu'elle dure de 10 secondes et plus, avec ou sans désaturation, plus de 5 fois par heure. Fait que maintenant, les obstructions que je vous ai montrées, qu'elles soient partielles ou au complet, on parle d'apnée ou d'hypopnée, c'est le même résultat. Faut qu'elle dure plus que 10 secondes. Avec ou sans désaturation, ce n'est pas nécessairement le même résultat au niveau de la santé, mais on va avoir la même cote au niveau de l'apnée du sommeil. Et plus de 5 fois par heure, c'est là où ça peut devenir pathologique. Parce que nous avons des moins bonnes et des bonnes nuits, vous le savez, où on fait des arrêts 5 par heure, même jusqu'à 10. C'est considéré comme normal et ce n'est pas perturbateur pour nos nuits. Cependant, si c'est régulier et si c'est plus, on va vers de 6 à 15, c'est léger. Plus jusqu'à 29. Donc, de 16 à 29, on parle de modéré. Plus de 30. 30 et plus, on parle de sévère. Donc, plus il y a d'apnée, évidemment, plus c'est sévère et plus il y a de signes en général et de symptômes. Maintenant, pour le diagnostic, c'est rendu très facile. Je trouvais intéressant de vous le montrer. Si vous avez, excusez-moi, des connaissances de la famille, des amis qui ont peur des tests, qui ont peur de toute la machinerie, c'est vraiment rendu minuscule, c'est accessible et c'est facile de se le procurer. Évidemment, il faut une prescription. Mais pour savoir si on fait de l'apnée ou pas, maintenant, c'est rendu que ça. Je pense que ceux qui ont une machine maintenant ont fait un diagnostic dans les en fait, avant les 3 dernières années, c'était beaucoup plus de choses qui étaient rattachées à vous. C'est des nuits qui sont pas optimales, mais on réussissait quand même à avoir un diagnostic qui était précis. Encore plus aujourd'hui, plus rien dans le visage, un petit capteur ici au niveau du sternum et simplement une montre avec la saturation. Je ne rentre pas dans les détails, mais la technologie fait en sorte qu'on a un diagnostic qui est aussi précis, sinon plus, que les gros appareillages qu'on avait avant. Donc, les conséquences de l'apnée, si vous comprenez bien, on a un blocage d'air, on a un blocage, carrément, c'est juste une obstruction, c'est mécanique, ce n'est pas chimique, c'est mécanique. Donc, on a une diminution du débit d'air, on a moins d'apport en oxygène, donc ce qui nourrit nos cellules, c'est quand même important. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau n'aime pas ça pendant qu'on dort. Il va nous réveiller. On va avoir ce qu'on appelle des micro-éveils. C'est très court, c'est inconscient et pour qu'on prenne une grande respiration. Donc, dans l'apnée du sommeil, ça peut aller jusqu'à des pauses respiratoires, comme on disait, et là, on va se réveiller, on va prendre une grande respiration pour oxygéner le tout, on va se rendormir, et là, tout dépendant de la sévérité de l'apnée, on va avoir de la répétition finalement. Maintenant, ça perturbe évidemment notre sommeil. Pourquoi ça le perturbe? Est-ce qu'il y a des moments que ça le perturbe que d'autres? Est-ce que c'est vrai au niveau des stades du sommeil? On a 4 stades.
Est-ce que c'est vrai que c'est le sommeil profond où il faut aller le plus souvent possible? On entend tellement de choses sur le sommeil, puis c'est à l'étude encore, c'est quand même quelque chose de très complexe. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a quatre phases, quatre stades, un, deux, trois, quatre, qu'on va les appeler. Et puis, ils sont tous importants. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et ils doivent ils doivent se suivre et se répéter dans la nuit. Donc, peu importe l'apnée, elle va être quand, peu importe, c'est-à-dire le micro-éveil, il est quand dans la nuit, ça va perturber cette qualité de sommeil-là. On en a 6 à 10 cycles par nuit des quatre phases. Sont toutes importantes, sont toutes essentielles et c'est ce qui va perturber la nuit. Donc, ça va diminuer la quantité, mais la qualité, l'efficacité de notre sommeil. Fait que, sachant ça, maintenant, les signes vont devenir logiques parce que c'est un manque de qualité de sommeil. On est donc fatigué. Fait que voilà, qu'est-ce que ça peut apporter. Euh, voilà. Fait que les signes à surveiller, on va aller des plus communs au moins communs, au moins évidents. Mais je voudrais vous dire évidemment qu'il faut nuancer. On ne va pas sortir d'ici en étant des diagnosticiens, pardonnez-moi, de l'apnée du sommeil. Par contre, je pense que vous allez être bon, vous allez plus pouvoir le reconnaître et pouvoir l'expliquer aussi aux gens et à vous-même là, le pourquoi. Voilà. Je vais vous dire aussi qu'évidemment, plus on a de ces signes-là, plus on se rapproche dans l'entonnoir de l'apnée. Et si on en a peu, mais ils sont sévères, sont importants, alors là aussi, c'est un signe qu'il y a plus de possibilités d'apnée. Donc, je pense que là, je ne peux pas vous entendre, mais je pense que si je vous demandais euh, quel est le signe le plus qu'on pense en premier d'un signe d'apnée du sommeil, ben, je pense que tout le monde me répondrait les ronflements. Évidemment, il ronfle, il doit faire de l'apnée. On dit que pour la définition du ronflement, je trouvais ça intéressant. On dit que c'est pas un problème de santé en soi parce que ça dérange pas la personne qui ronfle. Mais comme on peut voir ici, ça dérange pas mal tout le monde au final, le simple ronflement. Là, je vous parle seulement euh, du ronflement, le signe. Donc, on se rapproche beaucoup de l'apnée, même visuellement. C'est un relâchement musculaire. Donc, comme je vous disais, de la base de la langue, du tissu mou ici qu'on peut voir, de la gorge qui bloque le passage de l'air et le ronflement, c'est vraiment le bruit de la vibration des tissus du VRS à l'inspiration et à l'expiration. Donc, on veut respirer, c'est bloqué, on fait un bruit et dans le cas de l'apnée, on va aller jusqu'à arrêter, plus aucun bruit et faire un grand bruit qui là, n'est plus un ronflement, c'est vraiment une explosion pour que tout ça se dégage et qu'on puisse respirer enfin. Donc, il y a plusieurs forces au ronflement. On a un ronflement qui peut être moyen. 45 à 60 décibels, c'est le son de la voix. Mais tu sais, quand on se dit le son de la voix, maintenant, je parle un peu plus fort peut-être que normalement, mais une conversation normale de jour, ça va. Mais dans la nuit, une conversation normale, quand tout est silencieux, ça peut quand même être très dérangeant à 40 à 60 décibels. Puis quand on parle de majeur, on a 95 décibels. C'est égal à un passage d'un camion et je pense que l'expression, là, ronfler comme un tracteur et pour cette raison-là. Donc, c'est très bruyant dans la nuit silencieuse. Ça peut être très dérangeant. Encore une fois, il y a 45 des adultes qui ronflent occasionnellement, 25 que c'est régulièrement, donc une personne sur quatre. Il y a plus de 50 des ronfleurs qui sont des hommes. Euh, Chez les enfants, il y a 10 des enfants qui vont ronfler. On va aller plus au niveau des végétations. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, dans le système ici qui va être situé ici pour les enfants, près du palais dur. Et on appelle ça des végétations. On va pouvoir retirer. Ça fait une obstruction, ça fait un bruit de ronflement pour les mêmes raisons avec la vibration. Puis c'est souvent aussi les amygdales qui vont être trop grosses pour la petite bouche, la petite espace des VRS pour les enfants. Mais on a des enfants ronfleurs et 60 à 70 des ronfleurs souffrent d'apnée du sommeil. C'est quand même élevé, mais on garde en tête qu'il y a un 40 à 30 des ronfleurs qui n'ont pas d'apnée. Donc, plus le bruit est puissant,
on dit que plus il y a le risque d'être accompagné d'apnée, plus le risque qu'il y ait de l'apnée est grand. Évidemment, il y a plus d'obstruction si c'est extrêmement fort, c'est parce que la personne inconsciemment travaille très fort pour enlever l'obstruction dans les voies respiratoires supérieures. Donc, le ronflement, c'est vraiment l'incidence, c'est une question d'espace. Donc, on pense qu'il y a comment dire, tu sais, souvent, ça va être, on va dire, le surpoids, un gros coup, mais un petit coup long va être aussi une incidence de ronflement, peut provoquer des ronflements. Et donc, peut-être dans 60 à 70 de l'apnée. Pourquoi? Parce que le passage est très restreint. On a aussi des grandes bouches avec des langues, parce que les grandes bouches ont souvent des langues larges, donc langue large à l'intérieur, mais à l'extérieur, mais à l'intérieur également. On a les palais qui est plus mou, plus épais. Donc, c'est vraiment une question d'espace disponible de ce que je vous ai montré. Si on a une grosse luette aussi, ça va obstruer. On a, ce qui est intéressant ici, c'est la cavité nasale qui va être déformée. Souvent, on en a. On le voit aussi quand on lève le nez, ici, au niveau des narines, ça va être asymétrique. Et là, ça va créer un ronflement. Par contre, il n'y aura pas d'obstruction, il n'y aura pas d'apnée parce que le ronflement, il est plus haut. Donc, ça, c'est intéressant aussi à savoir. Et on a les mâchoires inférieures plus petites ou en retrait. J'aimais cette image-là qui parle aussi énormément. C'est une rétrognathie d'avoir la mâchoire inférieure en retrait. Et voyez, normal. En fait, ça a été une chirurgie. Donc, le patient avait la mâchoire en retrait et voyez la petite espace qu'il y avait. Et là, il dort pas. Donc, imaginez quand la langue va aller, c'est-à-dire quand tous ces tissus vont être relâchés, comment ça va aller obstruer finalement. Et lorsqu'ils ont arrangé, c'est-à-dire scié la mâchoire pour la mettre égale avec l'autre, mais là, on a beaucoup plus d'espace, donc beaucoup plus de ronflement et peut-être également beaucoup moins d'apnée. C'est pas toujours lié, mais ça l'est dans 60 à 70. Alors ici, on voit encore là, le mécanisme normal. On va respirer, on va créer une obstruction. Évidemment, il va y avoir un ronflement. Je pense que vous avez bien saisi au niveau de l'image mentale que vous pouvez avoir sur l'apnée mécanique, obstructive et le lien avec le ronflement, évidemment. Maintenant, ce qui peut augmenter également le ronflement, ben, on a l'âge qui est, malheureusement, avec l'âge, tout le tonus musculaire global de tout notre corps va diminuer. Donc, ça va être la même chose pour les muscles au niveau des voies respiratoires supérieures. Puis aussi, on a avec l'âge la ménopause et l'andropause, c'est des modifications hormonales qui vont affecter le tonus de la gorge, puis aussi peut apporter une prise de poids. Donc, on va voir tantôt qu'est-ce que ça peut influencer. C'est intéressant. Et là, je ne parle pas des symptômes qui augmentent l'apnée. Il faut faire attention. Moi, je parle des symptômes, c'est-à-dire je parle des choses qui peuvent augmenter le ronflement. Ce n'est pas la même chose. On a aussi la consommation de substances. Ça, c'est encore plus pertinent. Donc, l'alcool, on le sait, on l'a tout expérimenté ou peut-être pas, mais bref, l'alcool peut vraiment aller détendre les muscles de la gorge et on va ronfler plus. Un ronfleur va ronfler encore plus fort lorsqu'il a pris un verre ou deux dans la soirée. Puis il y a certains médicaments aussi qui vont donner exactement le même effet, comme par exemple des somnifères. Donc, est-ce que le soir où on fait de l'alcool, on fait de l'apnée? On prend l'alcool, on fait de l'apnée? Absolument pas. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est pour la cigarette. On trouve toujours des choses que la cigarette, en tant qu'inhalothérapeute, la cigarette est mauvaise. On a trouvé une autre chose, donc, qui va aller irriter la gorge, puis causer une inflammation, donc vraiment un épaississement au niveau de toutes les voies respiratoires supérieures et qui peuvent créer, encore une fois, un frottement, un bruit de vibration, donc un ronflement et éventuellement peut-être une apnée du sommeil. Donc, est-ce que toutes les personnes qui ronflent souffrent d'apnée du sommeil? Absolument pas. Pour toutes les raisons que je vous ai dit, ça peut être simplement une diminution du tonus où on va commencer à ronfler, ça va être léger et ça va être occasionnel. Dans le cas de médicaments qu'on prend épisodiquement, ça va être occasionnel. Donc, ce n'est pas tous les patients qui ronflent qui font de l'apnée. C'est un signe important dans plus de 50 là, de 60 à 70 des cas. On peut être attentif à ça.
Et c'est un signe qui est quand même important, mais il y a beaucoup de ronfleurs qui ne font pas de l'apnée. Maintenant, est-ce que toutes les personnes qui ne ronflent pas ne souffrent pas d'apnée? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Malheureusement, je ne peux pas vous demander qu'est-ce que vous en pensez, mais est-ce que on doit ronfler? Si on ronfle pas, on fait pas d'apnée, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de bruit. Bien évidemment, si je vous pose la question, c'est qu'il existe d'autres maladies. Il y a le syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures. J'embarque pas dans ça qui est complètement une autre maladie, mais ça fait en sorte que ça crée une apnée, ça crée un manque d'apport d'air, pardon. Ça crée un manque d'oxygène, ça crée des micro-réveils, donc on a le même résultat. C'est exactement la même chose pour l'apnée que je vous ai dit qui est centrale. Donc, il n'y a pas de respiration adéquate dans une apnée centrale et ça va créer les mêmes symptômes, mais le patient ne ronfle absolument pas. Donc, c'est très, comme je vous ai dit, c'est très nuancé et diagnostiquer l'apnée, ça prend, à la fin, je vais vous le dire, ça prend des choses très précises, mais on peut quand même guider les gens qui sont autour de nous. Soit de ça, on a la somnolence et la fatigue. C'est deux choses que parfois on confond. C'est important de savoir la différence. Au niveau de la fatigue, c'est un affaiblissement d'énergie, sensation de lassitude dû à un effort pénible et ou prolongé. Il y en a trois types. Ça peut être physique comme excusez-moi, physique comme le manque de force d'énergie vraiment au niveau là, de la lourdeur du corps. Ça peut être psychique, qu'on va parler au niveau d'une démotivation, pas capable de trouver l'énergie mentale pour faire quelque chose. Et au niveau mental, un autre type de fatigue mentale, là, ça va être vraiment au niveau de la concentration, de la mémoire, donc, ça peut, c'est ça. Il y a trois types et ça peut être soulagé. La fatigue peut être soulagée en se reposant et pas nécessairement en dormant. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on peut enlever ce qui nous fatigue finalement, là, tu sais, pour reprendre l'énergie, remplir la batterie. Donc, la fatigue, c'est ça. Maintenant, au niveau de la somnolence, ben, c'est différent. C'est un besoin impérieux d'endormissement quand on est réveillé et qu'on n'a pas de stimulation. Fait que c'est plus ou moins irrésistible. C'est comme ceux qui font de la somnolence en voiture, au volant. Ils savent, peu importe qu'est-ce qu'ils font, il y a comme une force intense à vouloir dormir sans dormir, fermer les yeux. Donc, ça peut être léger, modéré ou sévère. Puis, on a ce qu'on appelle l'échelle de somnolence d'Epworth pour la mesurer. Euh, Voilà. Donc, l'échelle d'Epworth, c'est quoi? C'est évaluer de manière subjective la somnolence. Pourquoi subjectif? Parce que c'est vous, c'est le patient qui va nous dire, ben moi, j'ai une probabilité à m'endormir à 3 sur 3 ou 0 sur 3. Donc, ça reste subjectif. Il y a 8 situations, je vais vous les lire. Donc, c'est assis en train de lire. Est-ce que j'ai possibilité de m'endormir? Donc, est-ce que j'ai de la somnolence? Lorsque je suis assise en train de lire, en train de regarder la télévision, assise inactive dans un lieu public, comme au théâtre, au cinéma, à regarder une réunion, à regarder une conférence le soir à 7 heures. Comment, comme passager dans une voiture ou un transport en commun qui roule sans arrêt pendant 1 heure, est-ce que je m'endors dans la voiture? Allongez l'après-midi pour vous reposer lorsque les circonstances le permettent. J'ai beaucoup de gens qui me disent, ben là, évidemment, mais moi, lorsque je m'allonge l'après-midi, je m'endors absolument pas. Fait que ça peut être aussi c'est-à-dire que c'est vraiment un indice de somnolence également. Assis en train de parler avec quelqu'un. Ouais, ça, souvent la réaction est l'inverse, mais moi, j'ai eu plusieurs fois des patients dans mon bureau qui s'endormaient pendant que je jasais. Bon, je ne l'ai pas pris personnel parce que probablement, parce que j'étais plate, mais c'est vraiment qu'ils sont complètement au bout. Et là, on ne parle plus de fatigue, on parle de somnolence là, qui est très importante, qui est excessive. Assise au calme après un repas, sans alcool, parce que là, ça peut brouiller les résultats. Et dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes, on parle euh, en conduisant sur une lumière rouge, par exemple. Donc, vous aurez compris que plus le résultat est élevé, plus c'est très important, puis qu'il y a des pathologies très probables. On parle d'apnée parce que la somnolence, c'est quand même un signe important qui va vraiment nous guider par rapport à l'apnée parce que c'est un sommeil qui est perturbé. Donc,
un plus un. OK? Alors voilà pour l'échelle d'Epworth où on va s'en servir pour évaluer ça. Maintenant, un autre signe qu'on reconnaît souvent par rapport à l'apnée, qu'on associe, je devrais dire, c'est le surpoids. Pourquoi? Ben parce que c'est souvent de très bons ronfleurs, les personnes avec un surpoids. C'est quoi du surpoids? C'est un excédent de graisse ou de tissu adipeux généralisé. Ça s'évalue par l'indice de masse corporelle par rapport à la grandeur et le poids. OK? Maintenant, cet excédent de graisse-là, de tissu adipeux, encore ma belle image, mais d'une façon différente, vous voyez, ça va être partout. Donc, ça ne sera pas seulement sur le ventre ou autour du cou ou peu importe, là, avec nos cuisses ou nos fesses, ça va vraiment être au niveau des tissus adipeux à l'intérieur. Donc, la base de la langue va peut-être être plus euh, il va y avoir des dépôts de graisse au niveau de ces zones-là, au niveau du palais mou et partout autour. Vous voyez là vraiment une différence au niveau. Donc, c'est encore une question d'espace et puis une question d'obstruction. Les tissus de la gorge est moins ferme aussi et plus épaisse. Puis, il y a une question de gravité également. Si le cou est gros, on va avoir plus d'apnée parce que lorsqu'on va se coucher, peu importe de quel côté, il va avoir un poids supplémentaire sur le VRS. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important aussi que je voulais vous parler, c'est que l'apnée peut maintenir le surpoids. C'est comme un service. Parce que lorsqu'on fait de l'apnée, encore une fois, on va aller perturber le cycle sommeil-éveil dans la nuit, ce qui est vraiment important. Le sommeil, c'est tellement important. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aller perturber deux hormones qui s'occupent de l'appétit, qui régulent l'appétit. Ça va aller perturber l'hormone de la satiété, donc celle qui nous dit qu'on n'a plus faim, qu'on est bien rempli. Ça va diminuer celle-là, cette alarme-là, ils vont la diminuer et ça va augmenter l'hormone de la faim. Fait que vous comprendrez que ça va être difficile de s'alimenter correctement. Puis ça va jouer aussi sur des facteurs comportementaux par la fatigue, comme on a dit tout à l'heure. On va être démotivé à aller à mieux manger, on va être même démotivé à faire de l'exercice quelconque et au niveau d'énergie aussi nécessaire. Je parle d'exercice, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des activités également sociales, démotivées, pas assez d'énergie. Donc, c'est vraiment un service. Donc, on manque d'exercice, on a des mauvaises habitudes alimentaires. Après ça, ça l'entraîne une prise de poids parce que on mange plus, on bouge moins. Puis ça l'aggrave l'apnée parce que plus de poids égale plus de. Si le poids est ici, ben, ça va aggraver l'apnée. Et ensuite de ça, qu'est-ce que ça fait si l'apnée est encore pire? Ben, on va entraîner une nouvelle prise de poids. Fait que ça finit plus. C'est pour cette raison-là, je vous en parle parce que souvent, j'ai des patients qui me disent, euh, mon médecin m'a dit que je faisais de l'apnée, j'ai eu le diagnostic, mais je vais essayer de perdre du poids avant de prendre la machine. Puis moi, j'ai toujours tendance à leur dire, écoutez, prenez la machine pour vous aider à perdre du poids. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas magique non plus, là. Ça fait absolument pas de miracle. Mais clairement, chimiquement, au niveau de la régulation de certaines hormones et au niveau de l'augmentation du repos, donc la diminution de la fatigue, ça va vous aider à plusieurs façons de perdre le poids que vous souhaitez perdre. Tu sais, ça peut vraiment aider. Donc, avec la machine, on traite l'apnée, puis en même temps, on régularise là, vraiment le poids. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, est-ce que tous les patients qui ont un surpoids vont faire de l'apnée? Absolument pas. Ça va dépendre où le gras, le dépôt, l'excédent adipeux va se situer. Si c'est des bonnes fesses, des bonnes hanches, et la personne a un cou tout à fait pas trop long, pas trop mince, et pas gros, ben, il y a peu de chances où est-ce qu'il y a une obstruction au niveau de ses voies respiratoires supérieures. On dit que c'est vraiment au niveau ici que ça va beaucoup influencer, puis au niveau abdominal aussi que ça peut influencer au niveau du surpoids. Et dans le même sens, est-ce que les gens qui sont en poids, euh, un IMC qu'on dit normal, est-ce que ces patients-là ne font pas d'apnée? Bien évidemment que non, pour toutes les raisons qu'on a vues avant au niveau de la structure anatomique.
Donc voilà. Maintenant, au niveau des comportements nocturnes, ce sont d'autres signes où vraiment ça va être la nuit que ça va se passer, des signes qui se passent la nuit. Donc, éveil nocturne, la nicturie qui est l'émission, c'est-à-dire les uriner la nuit, puis la sueur nocturne. Donc, au niveau des éveils nocturnes, la définition, c'est de s'éveiller entre deux cycles du sommeil. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a quatre phases, quatre stades qui se répètent 6 à 10 fois par nuit. C'est normal qu'entre les cycles, on se réveille un peu. C'est très bref, c'est inconscient. Des fois, on ouvre les yeux, on se réveille, on se rappelle d'avoir ouvert les yeux, d'avoir regardé l'heure. C'est normal et non perturbateur. Encore une fois, on parle à l'intérieur de 5, 6, 7 fois par heure. C'est tout à fait normal. Maintenant, si c'est récurrent et c'est conscient, si on a vraiment un réveil qu'on a vu passer, tu sais, souvent on dit ça, on a vu passer toutes les heures de la nuit, ben c'est là que c'est un indice que c'est anormal et perturbateur. Si c'est récurrent, si ça continue, si c'est chaque nuit depuis plus de 2, 3 semaines, si c'est pas épisodique ou c'est pas par rapport à qu'est-ce qu'on vit présentement. Parce que est-ce que tous les éveils sont dus à l'apnée? Bien évidemment que non. Ça peut être dû à des douleurs chroniques, ça peut être dû à des stress justement épisodiques, de l'anxiété, ça peut être dû à des reflux gastriques, je parle avec expérience. Ça peut être dû à d'autres pathologies. Fait que vraiment, pris seul, ça n'égale pas l'apnée, mais c'est intéressant de voir que ça peut également faire partie des signes. Maintenant, parce qu'on a un sommeil, on a des micro-éveils, comme ce que je vous ai expliqué au départ avec l'apnée. Maintenant, la nocturie, uriner la nuit. La définition, c'est de se réveiller plus de 2 fois par nuit pour aller aux toilettes. Fait que si vous allez aux toilettes, vous, depuis toujours, 2 fois par nuit, même 3 fois par nuit, depuis toujours, ce n'est absolument pas un indice d'apnée du sommeil. Mais par contre, l'apnée va provoquer une augmentation des hormones. Ça va faire en sorte que dans le sang, ça va faire en sorte qu'il y a plus de sel, plus de sodium dans le sang, puis ça va augmenter notre quantité d'urine. Donc, ça va nous faire aller aux toilettes plus souvent. Donc, ce n'est pas parce que la vessie est moins endormie qu'elle se réveille plus souvent. C'est vraiment une histoire que l'apnée provoque un changement hormonal. Et on dit aussi que plus on se réveille souvent, si on y va 8, 9 fois, bien vraiment, le sommeil est léger également, puis ça peut aussi être représentatif d'un apnée qui est important. Est-ce que les nicturies nous disent que c'est lié exclusivement à l'apnée? Encore une fois, non. Ça peut être d'autres pathologies comme le diabète, l'insuffisance cardiaque. On a bu beaucoup d'eau le soir, tu sais, avec les enfants, c'est le même principe. On a aussi l'âge qui fait en sorte que la vessie, les muscles, encore une fois, le tonus, c'est le même principe pour la vessie et les sphincters autour. Et on peut avoir aussi, dès la naissance, une petite vessie puis il y a aussi une vessie hyperactive qu'on appelle. Donc, c'est pas noir ou blanc, encore une fois, on nuance avec tous ces signes. Mais c'est sûr que si ça s'accumule depuis tout à l'heure, vous voyez des gens dans votre tête, puis on les accumule, ben là, peut-être qu'on se dirige vers un diagnostic d'apnée. Sueur nocturne, transpiration excessive, puis ça peut être soudain pendant la nuit. Encore une fois, on sait avec les hormones, autant les hommes que les femmes, je vais vous le dire tout à l'heure, mais ce n'est pas exclusivement l'apnée. Cependant, l'apnée va créer de la sueur nocturne très importante pour 3 raisons. Premièrement, on perturbe encore une fois le cycle sommeil-éveil. Ça va troubler le mécanisme naturel qui régule la température du corps. Fait qu'elle ne sait plus, parce que dans la nuit, là, on se couche, on est chaud, on va être un peu plus froid, plus chaud. Donc ça régule plus ça. Ça ne régule plus ça. Ensuite, on donne un effort pour respirer avec l'apnée, avec l'obstruction, on va donner un effort. Puis un effort, même si c'est dans la nuit, mais ça augmente le rythme cardiaque, ça augmente la pression, puis ça augmente la transpiration, comme quand on va aller marcher rapidement dehors. Et finalement, c'est aussi une réponse au stress respiratoire. Donc, c'est un stress au niveau de l'adrénaline et le cortisol. Comme n'importe quel stress, ça va augmenter et ça va également augmenter le niveau de transpiration. Donc, c'est pour ça que ça peut être très excessif. On se réveille complètement trempe dans le lit et l'apnée vraiment va donner ce genre de signe. Euh, non associé à l'apnée, il y en a beaucoup aussi.
Donc, perturbation hormonale, comme je disais, la ménopause et l'andropause va augmenter le niveau de transpiration. Les médicaments peuvent donner des sueurs nocturnes. Le stress et l'anxiété, est très commun aussi. On peut se réveiller dans la nuit et être extrêmement et avoir des sueurs à penser à qu'est-ce qui peut nous stresser. Ça peut être aussi banal qu'un repas épicé la veille ou la régulation de notre température va être plus difficile la nuit. L'alcool, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se sont déjà réveillés dans la nuit parce que l'alcool perturbe énormément le sommeil, mais également donne de la transpiration et il y a d'autres pathologies comme par exemple le cancer. Donc, à prendre seul, les sueurs nocturnes ne sont pas l'indice la plus importante, mais quand même, elle est présente dans des cas d'apnée du sommeil en général. Maintenant, ben, je vous ai mis plusieurs autres signes parce que là, ça vient, c'est logique, ça vient sous le sens un manque de sommeil réparateur. Ben, qu'est-ce que ça fait quand on est bien brûlé, bien fatigué? À long terme, on s'endure plus, on a de la misère avec la concentration, la vigilance, la mémoire, mauvaise humeur, il peut y avoir des problèmes de libido, l'efficacité au travail, l'efficacité dans nos recettes, dans notre quotidien, la démotivation. Donc, vraiment, ce sont plusieurs autres signes qui découlent d'un manque de sommeil qui est réparateur. Euh, donc, voilà. Fait qu'on peut résumer qu'on a un ronflement, on a la somnolence et la fatigue, on a le surpoids qui peut déranger, qui peut être un signe d'apnée. Euh, on a également les comportements nocturnes, donc les éveils, d'aller uriner la nuit, les sueurs nocturnes et tout ça au niveau plus comportemental et puis psychique, donc qui peut être des signes. Donc, vous comprendrez que plus il y en a, euh, ben, plus c'est un indice et plus sont importants aussi. Si on a un ronflement extrêmement élevé, ben, il ne faut pas attendre, par exemple, de perdre la mémoire pour comprendre que c'est possible qu'on ait une apnée, là, puis avant que vraiment notre réservoir de sommeil et notre fatigue soit extrêmement élevé et que là, ça va aller vers notre humeur. Donc, ou notre mémoire, excusez-moi. Et ça peut être très handicapant, ça peut être une ou deux choses, mais qui prend beaucoup de place dans une vie. Fait que c'est un poids dans le quotidien. Fait que il faut savoir la marche à suivre. La marche à suivre, elle est gratuite pour le dépistage et c'est vraiment simple de le faire. Donc, dans le doute, moi, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas vers le dépistage tout simplement. C'est quoi le dépistage? Puis comment on en a accès? C'est très simple. Donc, c'est quoi un dépistage? C'est la recherche d'une maladie qui est potentielle, qu'on ne sait pas par différents examens ou tests. Donc, on peut avoir un dépistage dans le sang. Dans notre cas, à nous, l'apnée du sommeil, c'est fait avec des questionnaires et des formulaires. Donc, c'est assez simple. Vous pouvez en trouver en ligne. On a dans les compagnies, ben, pas tous, mais il y a des compagnies des soins du sommeil qui vont en faire, puis ils vont pouvoir vous diriger par la suite. C'est vraiment le fun. Vous n'avez pas besoin, pour faire un dépistage, d'avoir votre médecin. Absolument pas. C'est les étapes d'après qui va vous demander votre médecin. Puis, je vous dis un petit secret, les dentistes peuvent aussi prescrire des tests de diagnostic. On n'a pas, on n'a pas toujours un médecin de famille, on a souvent un dentiste, par exemple. Alors voilà, fait que les questionnaires et formulaires, on a la médication. Donc, comme on a vu, la médication peut euh, troubler le sommeil ou avoir des effets négatifs qui peuvent ressembler à l'apnée. Donc, on va pouvoir aller, euh, comment dire, filtrer, aller screener, c'est ça, filtrer les médicaments pour mieux comprendre les habitudes de vie et de sommeil. Donc, ça peut être pas ça peut être, on prend l'alcool le soir, il y a trop de café, il y a pas assez d'exercice pour avoir un bon sommeil. Donc, les habitudes de vie peuvent faire vraiment une différence et on ne parlera pas d'apnée non plus. Habitudes de vie, on peut parler aussi du surpoids. Les symptômes que l'on a vus, là, j'ai dit signes, mais il y a aussi les symptômes, donc plusieurs autres signes et symptômes. Mais en particulier ceux que l'on a vus, que dans les questionnaires et les formulaires, on va aller tout questionner le patient avec ça. Les antécédents médicaux, les comorbidités, bien évidemment, pour déceler est-ce que c'est une apnée ou est-ce que c'est dû à une autre pathologie. L'échelle d'Epworth, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui va nous donner vraiment une bonne idée sur le niveau de somnolence, parce que clairement, si on est très somnolent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
et dans la qualité de notre sommeil et l'indice de sévérité d'insomnie aussi, parce qu'il y a beaucoup de troubles du sommeil. Et on va aller essayer de décortiquer, est-ce que c'est plus une insomnie qui fait en sorte que notre sommeil est pas très bon et qu'on a plein de signes et symptômes. Maintenant, il peut y avoir trois résultats possibles. L'amélioration au niveau de l'hygiène de sommeil. Donc, si vous êtes dans une compagnie X ou si vous le faites en ligne, ça dépend. Moi, je parle pour ce que je connais. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre cas, c'est que le questionnaire, on va a un algorithme et on va voir si vraiment on voit que c'est les améliorations de l'hygiène du sommeil et non une apnée qui est traitée qui va pouvoir aider au niveau de la qualité du sommeil, puis la qualité de vie, évidemment, là, avec. Ensuite de ça, on peut voir aussi le test diagnostic du sommeil. Donc là, on a une étape suivante, c'est vraiment, on va aller voir, on doute fortement qu'il y a un souci au niveau du sommeil. On n'est pas certain que c'est que l'apnée, mais quand même, on pense que que ça ressemble énormément aux symptômes d'apnée. Et là, on va faire un test diagnostic, comme je vous montrais avec la montre et juste le capteur ici. Donc, on va voir s'il y a apnée et combien de fois. Diagnostic très précis. Et sinon, si on va vraiment vers justement d'autres troubles du sommeil, on va proposer une consultation avec un spécialiste qui est le pneumologue, qui lui va pouvoir vous faire passer aussi un test diagnostic du sommeil avec la montre ou la PCRS. Bref, il y a plusieurs tests possibles ou un test plus poussé si on va dans des autres troubles du sommeil par rapport à un questionnaire ou je vous amènerai pas là, mais sachez qu'il y a vraiment trois possibilités et tout tout dépendant votre cheminement, ce que je pense en conclusion, c'est vraiment l'accompagnement qui va faire toute la différence. Euh, il y a plusieurs signes, comme je vous disais, plusieurs signes qui peuvent être associés à l'apnée. Plus sont nombreux, ça devient très intéressant de consulter. Plus sont importants, ça devient intéressant de consulter. Puis, vous pouvez demander un dépistage à votre médecin. Vous pouvez aller en ligne. Vous pouvez directement, parce que tu sais, vous pouvez voir, il y a des dépistages en ligne et vous pouvez vous pouvez aller vers une compagnie qui traite le sommeil, qui va vous dire, voici votre résultat de dépistage. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir votre médecin avec ça. Vous avez une suggestion qui est avec tous les renseignements, on a une suggestion en lien avec vos résultats, qui est, comme je vous disais, l'hygiène du sommeil, le pneumologue ou vraiment le test. Et on a besoin d'une prescription pour un test de ce genre-là. Donc, c'est cette prescription-là que vous avez besoin de votre médecin, mais un dentiste aussi, un IPS aussi peut, euh, peut vous la faire, l'ORL également. Donc, c'est un médecin, l'ORL, mais cette prescription-là est essentielle pour continuer ensuite. Fait que moi, fait que voilà, j'ai terminé. J'ai ma dernière slide pour pouvoir évidemment mieux vous conseiller, vous diriger euh, chez Biron. L'accompagnement, on aime beaucoup ça quand le patient y a un proche et le professionnel de la santé, des soins du sommeil, c'est très pertinent dès le départ parce que ça peut être gros, ça peut être épeurant, ça va dans tous les sens, on ne sait pas par où aller. Fait que vraiment, première étape, dépistage et ensuite de ça, les professionnels, les inhalothérapeutes, excusez-moi, les inhalothérapeutes vont pouvoir vous guider et selon votre résultat de dépistage. Première étape, dépistage. Fait que voilà, c'est tout pour moi.